Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que nous retrouvons nos téléspectatrices, nos téléspectateurs. Et pour notre 5e édition, nous tenons bon les femmes, hein, bon, 5e édition de Femmes Mauvaisières. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de travail, mais vraiment dans une grande ambiance, dans une ambiance fort sympathique. Alors aujourd'hui, pour cette rubrique, nous avons pour cette édition de Force 5, nous avons la joie d'accueillir sur ce plateau Jocelyne Limier, qui va participer à la rubrique Kant et Kant. Jocelyne Limier est une conseillère d'orientation psychologue et nous la remercions d'être là aujourd'hui avec nous. Merci Jocelyne. Nous allons comme d'habitude commencer par notre mot d'humeur et Géraldine va ouvrir le feu, va ouvrir l'émission comme d'habitude. Géraldine. Je vais commencer tout de suite deux choses. D'abord, j'ai la langue paralysée, puisque je viens de changer le dentiste, donc ce n'est pas les méfaits de l'alcoolisme, enfin j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps, ni de la drogue, mais donc le dentiste, encore un complot masculiniste. Alors, comme vous le savez, le billet d'humeur, dans le billet d'humeur, nous posons une question essentielle et nous aussi on y répondre, et ce mois-ci la question est, les femmes sont-elles plus garces entre elles? Alors, on a tout entendu, et tous, je préfère travailler avec les hommes parce que les femmes c'est un véritable panier de crabes, des coups bas, elles sont hypocrites, etc. Avec en filigrane le postulat évidemment que les hommes c'est mieux. Alors, les hommes, ces êtres intrinsèquement généreux, altruistes, qui jamais, au grand jamais, ne sont dans la compétition, la rivalité, et jamais, bien entendu, ne se font des coups bas. Alors, on va d'abord commencer par la vie privée. Alors, la vie privée, là, il faut quand même être honnête, les femmes sont très dures. Entre elles, par exemple, elles n'hésitent pas à se piquer leurs petits amis, leurs maris, etc. Et ces derniers, donc les maris, les petits amis, c'est avec la solidarité masculine, hein, parce que c'est vachement important, chevillé au corps, qu'ils s'attaquent à celui de la femme de Dédé, qu'ils ont rencontré si sympathique, qu'ils ont rencontré à la soirée de leur frère, dont ils sont d'ailleurs tapé la sœur, qui est la femme d'un copain de lycée. Enfin, tout ça, c'est la solidarité, parce que les hommes, faut pas croire, ils sont pas sournois, non, ils sont pas prêts à toutes les vilinies pour se taper la femme d'un autre, non, en fait, ils savent pas résister à quoi? À leur nature généreuse. Eh ben oui, il faut quand même le dire. Et puis d'ailleurs, regardez tous ces petits garçons qui jouent entre eux, c'est là avec une saine virilité qu'ils se tabassent pour le ballon, le bonbon, le machin, c'est pas la jalousie, parce que la jalousie c'est un truc de fille, les garçons c'est viril. Alors, et puis on réalise pas quand même la vie terrifiante qu'on a, nous les femmes. On a plusieurs fois par jour, on affronte un être monstrueux qui est prêt à nous dénigrer, nous trahir, à nous arracher le cœur. Qui? Notre meilleur ami. Et moi, par exemple, mon courage m'étonne tous les jours. J'ai plusieurs amis, votre grandeur ici présente, Huguette, Yamina, Rose, et tout se passe très bien. Hein. Voilà, je voulais quand même le dire. Alors, voyons maintenant, on va attaquer la vie professionnelle. Alors, on ne dira jamais assez combien les femmes sont des patrons abominables. Non, des patrons abominables. Et donc, sous prétexte qu'elles sont les chefs, elles se permettent de donner des ordres, ce qui est quand même un comble, hein, d'être autoritaire, d'être cassante, de faire des remarques sur nos performances, alors qu'un homme, c'est franc, c'est droit, c'est connu, dans l'entreprise, les hommes entre eux, ce sont des bisounours, hein, et tout se fait toujours dans la franchise, la transparence. Tenez par exemple, quand les hommes font grève, c'est parce qu'ils se sont fait baiser, mais attention, c'est de l'amour, par d'autres hommes généreux et à l'écoute. Et oui, il faut quand même le reconnaître, on n'insiste pas assez, le harcèlement sexuel, c'est de l'amour, c'est important. Alors que les patronnes, elles, pas de harcèlement sexuel, non, pas de commentaires sur la longueur de votre jupe, pas de choses comme ça. Elles veulent, les salopes immondes, excusez-moi, ça ne s'améliore pas, elles veulent avoir des femmes compétentes, efficaces, ponctuelles, des monstres, quoi. Bon, alors, bref, mes sœurs, continuons à dire que les femmes sont des patrons
ou des patronnes plus dures, que les équipes de femmes ne fonctionnent pas, qu'on préfère travailler avec les hommes, et la domination masculine a encore de beaux jours devant elle. Je vous remercie. Merci Géraldine avec ces mots qui elle ne mâche pas ses mots. Elle ne mâche pas ses mots. Voilà, alors nous allons continuer avec notre rubrique Quand et quand, pour tes filles et tes garçons, monter quand et quand, c'est-à-dire notre rubrique pour une éducation non sexiste. Notre rubrique Tes filles et tes garçons, qu'à monter quand et quand, c'est-à-dire pour une éducation non sexiste, nous allons la consacrer aujourd'hui à la question de l'orientation. C'est une période cruciale pour les enfants, pour les parents, pour les familles, surtout les enfants de 3e et les enfants de seconde. Là, ils doivent trouver une section, une filière, un métier, on leur dit votre projet, on leur parle de leur projet. Et aujourd'hui, nous allons inviter Jocelyne Limier avec nous, qui est conseillère d'orientation, pour nous dire comment ça se passe chez les jeunes garçons, chez les jeunes filles, chez les parents, et comment se construit ce projet. Et nous avons intitulé cette rubrique d'aujourd'hui Stéréotypes et orientation. Alors bien entendu, notre dessin, nous n'avons pas trouvé d'autre dessin puisqu'il est rose et bleu. Encore du rose et bleu? Mais oui, on n'en a pas trouvé d'autres partout et c'est le premier stéréotype, celui du rose et du bleu. Alors Jocelyne Limier, comment nous allons, qu'est-ce qui se passe? D'abord, définissons le stéréotype. Qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? Est-ce que nous pouvons en parler aux téléspectateurs et téléspectatrices? Un stéréotype, déjà, c'est lorsqu'on va attribuer une image générale à un ensemble à une personne ou à une population particulière. Donc, par exemple, les filles sont douces, patientes, sont calmes, et les garçons, ils sont beaucoup plus, ils aiment les maths, ils bougent davantage. Voilà. Donc, en fait, c'est une image qui va généraliser un comportement ou un trait à une population en particulier. Tu as quelque chose à ajouter sur les stéréotypes? On voudrait... Quelqu'un veut... C'est-à-dire qu'en fait, le stéréotype, c'est la porte ouverte à toutes les discriminations. Il y en a qu'on connaît très très bien. Par exemple, quand on est noir, on connaît les stéréotypes, ce que ça a donné. Voilà. Et c'est la même chose pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes, à partir du moment où on vous enferme dans un type de comportement qui est le vôtre à cause de votre sexe, c'est évident qu'il y a un certain nombre de choses qui vous sont interdites, ou en tout cas dont vous, peut-être même naturellement, vous excluez. Alors, Jocelyne, est-ce que ces stéréotypes ont une conséquence sur l'orientation? Oui, ces stéréotypes ont une conséquence sur l'orientation dans la mesure où les jeunes filles et les jeunes garçons vont s'interdire un certain nombre de choses. Par exemple, par rapport aux mathématiques où ce sont les garçons qui sont censés être plus matheux que les filles, donc les garçons vont beaucoup plus aller vers des filières industrielles, technologiques, et les filles, elles, vont davantage aller vers des filières littéraires, puisqu'elles sont dans des activités plus calmes, donc la lecture, ça leur convient bien, par exemple. Alors que les garçons, ils ont besoin de bouger, donc forcément, ils vont aller vers des filières de production ou industrielles. Donc effectivement, là, ça a un impact sur l'orientation, d'autant plus que c'est véhiculé par l'entourage, par l'école et puis aussi par les médias, puisque même effectivement au niveau de l'école, parfois au niveau des évaluations, les filles et les garçons ne sont pas toujours évalués de la même manière. C'est-à-dire qu'une fille et un garçon qui auront la même note dans une matière, que ce soit littéraire ou les mathématiques ou scientifiques, donc ne seront pas forcément jugées de la même manière. Donc les filles, c'est parce qu'elles travaillent beaucoup, elles vont faire beaucoup d'efforts pour arriver un 14 en maths par exemple. 14 en maths par exemple. Les garçons, ils ont du potentiel, ils ne travaillent pas, mais voilà, ils réussissent naturellement. Donc parfois effectivement on a ce type de discours qui est véhiculé, et c'est pour ça qu'ensuite les filles, même quand elles ont effectivement un 14 en maths, comme on leur dit déjà qu'elles travaillent beaucoup pour y arriver, elles vont s'interdire des filières scientifiques parce qu'il va falloir encore travailler davantage si elles veulent poursuivre. Alors ça se fait ensuite de façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire que, puisque moi aussi je suis conseillère d'orientation, je sais comment ça se passe, les enseignants, ils ne s'en rendent pas compte, ils sont aussi imbibés de cette culture, et les parents font aussi des choix très sexuels. Dans un conseil de classe, comme tu disais, quand une fille réussit bien, on dit qu'elle a vraiment bossé. Et le garçon, il a des potentialités, il va arriver, c'est pas un problème, il est bagarreur, si c'était un petit peu calmé, il va toujours arriver. Et donc ça se voit au niveau particulièrement des secondes aussi, où les filles font des choix qui sont
en seconde, par exemple, les filles, elles vont choisir normalement, alors qu'elles sont plus nombreuses, elles réussissent mieux à l'école, elles vont choisir la section SVT, sciences de la vie et de la terre. Elles ne vont pas choisir la section sciences de l'ingénieur, parce que pour elles, même si elles ont une fille qui a 10 de moyenne en maths et un garçon qui a 10 de moyenne en maths, ne sont pas jugées de la même façon. Et elles-mêmes, elles sont dans une autocensure. Et c'est ça qui est pourquoi, tout simplement, dû à ces fameux stéréotypes qui sont dans lesquels nous vivons tout le temps. Alors, est-ce que, oui, nous disions que les garçons, c'est vrai, ne sont pas évalués de la même façon. Il serait peut-être intéressant, là maintenant, de montrer comment les jeunes s'orientent dans notre académie. Quels sont les chiffres de cette orientation? Et là, c'est vraiment hallucinant. Oui. Alors, si on peut avoir on va regarder par rapport au schéma qui sont montrés là. Alors, on ne les voit pas très bien, mais on pourra vous les lire. Quand on regarde un petit peu, Jocelyne, nous commenter ces tableaux-là. Oui, alors là, effectivement, là, nous voyons les... En jaune, ce sont les filles. En jaune, les filles, et en bleu, les garçons. Ce sont les élèves de seconde, et là les élèves de 3e. Là, ce sont les partitions en seconde professionnelle, bien sûr. Ah, les secondes professionnelles, d'accord. Donc, effectivement, là, on constate que dans une filière comme la filière esthétique, donc là, on aura 100% de filles qui seront orientées et affectées. Plutôt affectées, puisque là il s'agit de l'affectation, l'orientation et l'affectation, il faudrait qu'on fasse une distinction, mais là affectée dans une filière esthétique, puisqu'effectivement c'est davantage les filles qui vont demander cette filière. Tout comme toutes les filières autour du soin à la personne, effectivement là ce seront principalement des filles qui vont s'y orienter. Et le chiffre est clair, hein. Par exemple soin à la personne, on pouvait imaginer que les garçons, un garçon ne peut pas s'occuper de personnes âgées, ne peut pas s'occuper de bébés, ne peut pas s'occuper de personnes malades. Il n'y a que 3% dans cette section, oui. 3% de garçons. 3% de garçons, tout comme services et personnes au territoire, services de proximité, où là on est vraiment dans les métiers du service, où il va falloir prendre soin des autres. Là c'est principalement des filles. Et là, a contrario, quand on regarde le bas du tableau, là pour tout ce qui est production végétale, donc là on est dans les métiers de l'agriculture, ou tout ce qui est du bâtiment, là ce sera principalement des garçons qui vont être orientés et affectés dans ces domaines-là. Alors ce qui est encore plus extravagant, quand on regarde le bac professionnel, technique, études, bâtiment, assistante d'architecture, c'est vraiment de l'administratif, c'est-à-dire on est secrétaire d'une BTP. Donc on a quand même une spécialité, on apprend ce que c'est que le BTP, mais c'est du secrétariat. Eh bien les filles n'y vont pas. Le seul fait de voir dans la brochure, quand les jeunes filles lisent les brochures, le seul fait de voir bâtiment, architecture, eh bien, on tourne la page. Et il n'y a que 30% de filles dans cette section, alors que ce n'est que de l'administratif. Et même si c'était physique, de toute façon, parce que je vous ferai remarquer que personne s'inquiète, que justement les services à la personne, on peut s'occuper des personnes âgées, il faut les porter, etc. Là, par contre, les filles, elles ne se posent pas de questions, elles vont y arriver. Effectivement, elles y arrivent. Mais dès que dans le BTP, il faut appuyer sur un chariot élévateur, alors là, c'est vrai que quand même, la force physique, c'est important. Mais alors, là, j'ai même eu une fois dans une classe où un garçon expliquait que les filles ne pouvaient pas aller dans le domaine du BTP parce qu'il fallait porter éventuellement des sacs de 6 mois, etc. Mais effectivement, quand il faut porter une personne âgée, il y a des techniques, mais il faut quand même réussir à soulever. On reviendra sur la question du poids. Enfin, nos grands-mères portaient des fois 2 régimes de bananes sur leur tête. Hein. Et puis en plus, la question du poids n'est plus un critère, puisque même pour les garçons, maintenant c'est 23 kilos la valise. À la poste, quand il a fallu employer des hommes, on a des femmes du moins, les facteurs se sont dit jamais les femmes ne pourront porter les sacs. On les a séparés en 2, 25 kilos, c'est très bien pour les hommes et pour les femmes. Mais là, ce qu'on voit encore, et ça renforce toutes les émissions précédentes que nous avions dites, c'est-à-dire les stéréotypes. Les garçons sont plombés dans des choses où, même s'ils ont envie d'y aller, là, l'autre jour, on avait une manifestation dans un service, le garçon disait que moi, je veux être infirmier, mais j'ai peur de le faire, parce que j'ai peur de ce que les autres vont dire, pour être éducateur des jeunes enfants ou être infirmier. Et il l'a dit devant tout le monde, qu'il avait peur il
a peur de faire ce choix parce qu'il a peur du candidaton. Parce que un garçon ne peut pas aller s'occuper des gens. Et quand on va plus loin, nous voyons que il y a 12, pas moins de 12 sections de bac professionnel où il n'y a pas une seule fille. Une seule fille, pas une fille, dans 12 sections. Et là, on regardait tout à l'heure la diaporama sur la répartition des secondes, on regarde les secondes. Sur celle-là, juste sur celle des secondes en terminale, ce qu'on peut, on lit là, le terminal général et technologique. Oui, voilà, sur les secondes du moins, oui, c'est ça, les terminales général et technologiques. Donc là, effectivement, les filles sont majoritaires dans les filières. Donc il y a 60% de filles et 40% de garçons à peu près. Mais effectivement, on constate que là, sciences de l'ingénieur, on a 68% de garçons qui vont choisir cette filière, cette spécialité, et 32% de filles seulement. Et souvent, même en choisissant la filière sciences de l'ingénieur, après le bac, elles vont s'orienter vers des métiers du soin, par exemple, et pas forcément continuer dans le domaine. Et SVT, par contre, là, on a 53% de filles qui vont choisir cette spécialité contre 45% de garçons. Mais là, c'est encore plus flagrant pour la terminale littéraire, puisque là, on a 79% de filles et seulement 21% de garçons dans ces filières-là. Donc, effectivement, c'est... Oui, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les filles sont plus nombreuses en seconde. Oui. Mais là, vraiment, c'est l'autocensure, mais vraiment, qui joue vraiment, c'est incroyable. Alors les BTS, c'est pareil. Quand on regarde les BTS en technico-commercial, c'est-à-dire qu'il faut connaître BTS, il faut connaître les produits et tout. Il n'y a que 30% de filles, mais c'est un travail tertiaire, si on peut dire. Mais 30% de filles en électrotechnique. Alors là, ce qui est encore incroyable, c'est dans les sections d'électronique. On peut le dire, c'est le lycée professionnel de Châteauboeuf. Quand on y va, ou bien quand on va dans les sections, ce qu'on appelle ST2D, c'est quoi encore, Jocelyne? ST2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. On peut y entrer en talon aiguille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atelier où on se salit les mains, il n'y a que des ordinateurs et des robots. Mais il n'y a que 2 filles dans la section du lycée Joseph Gaillard, et ailleurs, il y en a à peu près 4. Il y en a très très peu. Le seul fait qu'il y a un hic dans le mot, les filles n'y sont pas. Et ça, c'est quand même une catastrophe pour nous, parce que les filles réussissent bien. Et qu'est-ce qui se passe? Sur 80 secteurs d'activité, en Martinique, les filles se répartissent sur 8 secteurs. Et ça, c'est quand même... alors qu'elles réussissent bien. Et la conséquence de tout ça, c'est que le profil quand même de chômeur, c'est une chômeuse. C'est une femme qui a 25 ans et qui a quand même des diplômes, mais des diplômes qui ne sont pas porteurs d'emploi. Alors, on arrive quand même à une division sexuelle du travail. Oui, en fait, on s'aperçoit que aux hommes les travaux et aux femmes les activités. C'est ça, oui. Donc, et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une hiérarchisation des travaux. Parce qu'au même diplôme, quand on a par exemple une femme qui a un diplôme niveau 4 dans technicienne de surface ou bien qui est coiffeuse, et un homme qui a un bac pro, le même niveau, je parle niveau de qualification, niveau 4, cet homme, il gagne plus d'argent que cette femme qui a un même niveau. Quand vous avez une femme de ménage chez vous, il y en a qui ont des diplômes et qu'on paye au SMIC, le jardinier vient et vous demande le double du prix, personne ne discute de ça. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation des métiers qui sont en fait en rapport avec la répartition des rôles, la répartition des rôles des femmes et des hommes dans la société. Ouais. Et les hommes prennent des travaux plus valorisants que les femmes, en tout cas plus valorisants d'un point de vue économique. Et donc du coup, un travail d'homme vaut plus cher qu'un travail de femme à compétence, enfin à un niveau de diplôme égal. Et tout ce qui tourne autour de la sphère domestique est mal payé. Oui. Donc c'est pour ça que nous disons aux femmes, il faut éduquer nos enfants autrement et surtout ne pas renforcer cette hiérarchisation, cette répartition des rôles, leur montrer d'autres modèles. On le voyait
voyez bien quand nous avons fait notre émission sur les jouets, comment les enfants s'identifient quand il y a une orientation. Ils s'identifient aux jouets, ils s'identifient au rôle de la mère, au rôle du père, et ça c'est cette éducation stéréotypée qui d'ailleurs crée, nous le voyons d'ailleurs sur l'écran, qui ne fait que créer des inégalités et qui renforce d'ailleurs les discriminations. Donc ça, automatiquement, tu disais... Je pense que ça mutile aussi les individus, parce qu'il y a des garçons qui aimeraient bien, on l'a dit tout à l'heure, qui aimeraient bien s'exprimer dans certains métiers artistiques, littéraires, ou bien s'occuper d'enfants, etc. Et puis qui ne peuvent pas parce qu'on va les traiter de macoumet, etc. Et puis il y a par contre des filles qui aimeraient bien faire certaines activités en plein air, par exemple, des choses comme ça. Et là, on les traite de garçonnières et on leur dit que c'est pas pour elles. Et comme ça, non seulement l'individu est mutilé, mais en même temps, la société se prive d'un tas de talents. De talents. Et comme disait quelqu'un avec qui je travaillais, qui était un peu un économiste pas du tout féministe, il me disait, Madame Arnaud, ça c'est un gaspillage de l'intelligence féminine. Et c'est vrai. Je ne le suivais pas dans ses propos, mais c'est vrai que nous avons des femmes qui ont beaucoup de valeur, beaucoup de compétences et en même temps des garçons qui sont très généreux et qui se fourvoient dans certaines sections. Alors donc nous voyons bien qu'il faut qu'on puisse, notre émission justement a pour objectif d'amener les femmes à s'interroger sur la façon dont nous éduquons nos enfants, les hommes aussi, à s'interroger sur ce que nous transmettons à nos enfants, parce qu'en fait, nous ne faisons que renforcer ces inégalités et renforcer les discriminations. Alors, et qu'est-ce qu'on arrive à quoi dans notre société? On arrive à ce petit schéma, on va le voir après, où nous avons des hommes et des femmes, et puis en tête, qu'est-ce qu'il y a en tête? On a un homme. Plus on monte dans la hiérarchie, moins s'il y a de femmes, alors qu'elles réussissent mieux à l'école. Donc il y a une injustice, il y a une inégalité, mais c'est aussi à nous de réfléchir à la façon dont nous transmettons certaines valeurs à nos enfants, dans la façon dont nous éduquons nos enfants, et c'est pour ça que nous disons femme obésio, gardez comment il y a nous pour ne pas nous-mêmes créer inégalité, créer discrimination en société. Et nous allons voir maintenant deux petits reportages que nous avons pensé à vous montrer. Merci. Moi, c'est Aurélie, je suis chauffeur de bus. Et là non plus, ce n'est pas forcément un métier d'homme. Je l'adore et je rencontre plein de monde. Je suis Philippe, je suis en formation auxiliaire de vie. C'est une passion, c'est vraiment sympa. Alors les gars, vous en pensez quoi? Moi, c'est Lydia, j'ai 37 ans et je suis ingénieure dans le BTP depuis 8 ans. Vous voyez, il n'y a pas que les hommes dans le BTP. Nous sommes venus au CIO pour apprendre à enlever de nos esprits que certains métiers sont faits plus pour les femmes que pour les hommes. On a eu des représentants montrant que ils ont pu faire des métiers plus dits pour les femmes, petite enfance, etc. Ils ont pu faire des métiers sans problème, au contraire, que le métier qu'on va faire plus tard n'a pas de rapport, il ne faut pas se laisser influencer par la vie des autres pour plus tard. Je suis venu apprendre que je viens de sortir que c'est possible pour les hommes de rentrer dans un métier pour femmes et que en fait que nous puissions sortir dans nos pensées que ce métier est plus pour les femmes, que nous puissions plus nous imposer, nous les hommes, pour prouver qu'en fait que cela aussi, si c'est une passion pour nous-mêmes, que nous puissions aussi mettre du sien dans ce que nous faisons. Donc oui, pour les garçons, c'est possible de le faire. On nous a démontré cela à travers des personnes spécialisées dans des métiers. Par exemple, une personne qui s'appelle Myriam Lartinier, qui est directrice de crèche, et qui nous a parlé de ce qu'elle a traversé avant de vraiment pratiquer ce métier. Et après, nous avons démontré par une vidéo ce qu'ils ont vraiment traversé, les parcours, comme ils ont exposé leur métier, et aussi
que les femmes aussi, c'est possible pour eux, mais il y a aussi que les garçons. Merci. Alors nous allons passer maintenant à notre deuxième rubrique, droits femmes. Alors nous accueillons sur le plateau, bonsoir Sylvie. Bonsoir Georges. Bonsoir Rose. Bonsoir les copines. Notre rubrique Droits femmes, nous sommes là ce soir pour en parler. Bon, c'est important pour Femmes Ouvézio, pour les femmes de culture égalité. Et ce soir, nous allons discuter d'une loi qui n'est pas drôle du tout, qui s'appelle la loi Macron. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons choisi dans cette rubrique de développer un petit peu cette loi, ce sujet, qui concerne évidemment pas uniquement les femmes, mais aussi les hommes. Mais comme en tant que féministes, nous avons des ambitions politiques, n'est-ce pas? Et que nous militons aussi pour une société plus juste, plus égalitaire, avec, qui apporte du progrès social, et bien on a estimé que c'était important d'en parler aujourd'hui en fait. Alors, qu'apporte cette loi? D'abord, elle renforce en premier lieu les inégalités entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne les possèdent pas, c'est-à-dire entre les employeurs et les travailleurs, travailleuses. Je l'ai quand même placé. Et il se trouve que dans cette affaire, dans la loi Macron, les femmes sont malgré tout en première ligne. Mais ça, c'est Rose qui va le développer tout à l'heure. Et que ces effets à long terme, en fait, seront absolument néfastes pour tout le monde. Mais en premier lieu, peut-être que celles qui vont la ressentir en premier, parce que ce sont leurs métiers qui sont les plus concernés, ce sont quand même les femmes. Et cette loi, elle détruit surtout une philosophie, parce que le droit du travail, jusqu'à aujourd'hui, son objectif, c'était de protéger les salariés, hommes ou femmes, de l'arbitraire des employeurs ou employeuses. Et c'est à ça, en fait, que s'attaque cette loi. Donc jusqu'à aujourd'hui, le contrat de travail, ce qui est encore au goût du jour, ce qui le caractérise en fait, c'est ce qu'on appelle le lien de subordination, c'est-à-dire que l'employeur a tout le loisir de vous donner des ordres, de vérifier leur exécution et même de vous sanctionner si vous ne les respectez pas. Mais le droit du travail permettait en fait de protéger les salariés dans ce rapport qui est fondamentalement inégalitaire. Or aujourd'hui, on veut vous faire croire que sur ce marché du travail, les salariés et les employeurs sont à égalité. C'est-à-dire que le rapport de force n'existe plus. On est au même niveau. On voit bien la farce. Et en plus, le Code du travail, il a toujours progressé tout au long du XXe siècle et les entreprises, les employeurs ne se contentent pas de rémunérer uniquement le travail effectif, mais ils payent aussi les congés payés, le repos, participent au transport, participent à la création de logements, à la formation, etc. Et en fait, tout ça, ce que les gens ne sont peut-être pas toujours conscients, les salariés ne sont pas toujours conscients, mais tout ça participe quelque part de nos revenus à nous, travailleurs, hein, puisque c'est un moyen d'améliorer nos conditions de vie, etc. Et puisque c'est nous-mêmes qui produisons les richesses, donc il est logique que notre travail permette de rémunérer aussi toutes ces matières. Que l'on dit, entre guillemets, des avantages, des fois. Voilà, qu'on appelle avantages. Exactement. Évidemment, le rêve du MEDEF, lui, c'est de ratiboiser tout ça. Il aimerait bien ne plus pouvoir payer. Et en fait, dans ce contexte, Emmanuel Macron avance discrètement en proposant de modifier un texte de loi du Code civil, l'article 2064 du Code civil, qui jusqu'à présent interdit de recourir à une simple convention amiable pour les différents qui s'élèvent dans le cadre du contrat de travail, c'est-à-dire le licenciement, etc. Le Code civil estime en effet qu'en raison de l'inégalité du rapport de force, donc c'est ce qui prévaut aujourd'hui, eh bien, un différend entre un employeur et un salarié ne peut pas être réglé de la même manière qu'un litige entre deux particuliers, puisque les enjeux ne sont... il y a le lien de subordination, etc. Et les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, c'est sur ça que veut vraiment revenir Emmanuel Macron, qui prétend que les salariés pourraient alors librement renoncer au droit du travail. Comme il est gentil ce monsieur, c'est de l'amour aussi certainement, mais le règlement des litiges issus de ce nouveau contrat
plus de travail mais de contrat civil, ne pourrait plus non plus être confié à des juridictions prud'homales, donc dixit de prud'homme. Comme ça, donc tout va se régler entre le... Eh bien, en fait, c'est un tribunal civil qui réglerait effectivement. Donc du coup, on se retrouve individuellement face à un employeur. D'ailleurs, on remet en question le droit du travail et aussi les conventions collectives dans cette affaire. Et les syndicats avec? Bah, bien sûr, puisque c'est une des premières choses qu'il faut démanteler. En fait, c'est la solidarité, même si elle est difficile à construire, mais que c'est cette possibilité de solidarité entre les travailleurs et les travailleuses. Et ça, c'est une des premières choses aussi qui est visée, effectivement. Et alors, en fait, le discours que développe M. Macron, c'est qu'en dérégulant, il voudrait, soi-disant, développer, libérer, comme il dit, les énergies et créer l'emploi. Or, ça fait 10 ans, en fait, qu'on déréglemente, parce qu'il y a eu d'autres lois. Il y a eu l'ANI, et puis il y a eu la loi de juin 2013, oui, c'est ça, de 2013, qui a déjà commencé à démanteler des textes précis du Code du travail sur le temps de travail, la rémunération, etc. Et on s'aperçoit bien qu'en 10 ans, je ne crois pas que le chômage il est baissé. Tout le monde a bien vu que ça continuait d'augmenter et que ça continue à augmenter. Et qu'en fait, cette loi, elle est purement idéologique et qu'il s'agit en réalité de casser des principes comme la journée de 8 heures, ou de 7 heures, plutôt aujourd'hui, et les 35 heures. Les licenciements? Et on en vient aux licenciements qui, eux, n'étant plus réglés de manière collective, donc n'étant pas prévus dans le code civil, vous vous retrouvez face à votre employeur qui va vous proposer un licenciement. Déjà, ce licenciement n'est pas soumis aux mêmes règles de contrôle de l'inspection du travail. Il n'y a pas de lettre préalable. Il y a aussi ce genre de choses, elles existeront plus ou moins. Alors par contre, dans les petites entreprises, dans les petites entreprises, ou même pas, c'est même pas les petites entreprises, ce sont les licenciements qui ne dépasseront pas 9 personnes. Ben là, effectivement, c'est à peu près libre. Et quand bien même vous allez contester votre licenciement et que le droit civil vous donnerait raison, comme il s'agit d'une juridiction civile, eh bien vous ne serez ni indemnisé ni réintégré dans l'entreprise. Donc vous aurez gagné, mais pour rien. C'est juste pour vous dire que vous aviez raison. Voilà. Donc, contrat de travail par terre, protection contre les licenciements par terre, les prud'hommes par terre. Tout ça, en fait, pour détruire les protections minimum des salariés et des salariés, eux. Et en fait, c'est une manière de construire une société toujours de plus en plus marchande, où on ne serait plus que des travailleurs et des travailleuses, avec des heures modulables, parce qu'il y a aussi la modulation, la flexibilité, et puis une amplitude de travail différente, etc. Alors, on n'est plus que des travailleurs et des travailleuses, et puis des consommateurs et des consommatrices. Plus dixit aussi des citoyens et des citoyennes. On n'a rien à décider. Et tout ça, en fait, qui nous mène à des conditions de vie aussi personnelles qui deviennent plus difficiles, puisque s'enrichir, c'est bien de travailler, parce qu'on a toutes et tous envie de travailler, de participer à la construction d'une société. Mais si c'est aussi en parallèle ne pas pouvoir construire sa propre famille si on le souhaite, ou avoir des projets, des loisirs, ou des vacances, etc., ou simplement des projets politiques, sociaux, associatifs, parce que vous n'avez pas le temps, eh ben, ça n'a aucun intérêt en fait. Et là, c'est Rose qui va développer le pourquoi du comment vont s'articuler en fait toutes ces choses. Voilà. C'est-à-dire que moi je vais un peu mettre le zoom sur les femmes, sur les salariés, parce qu'on a vu que cette loi Macron, elle va porter atteinte donc à ce qu'il y a de plus symbolique et de plus protecteur pour le salarié, c'était le contrat de travail. Donc ça fragilise de toute façon le salarié et la salariée. Et la loi Macron, on l'a vu, s'en prend à tout azimut, à tous ceux qu'en fait les syndicats, toutes les luttes que nous avons menées, qui nous ont permis finalement d'en arriver là. D'ailleurs, tu as raison de dire ça, Rose, parce que quand on dit que pendant tout le XXe siècle, le droit a progressé, mais il a progressé sous l'impulsion des luttes des travailleurs avec les syndicats, etc. Mais tout à fait. Alors, surtout que pendant toute cette période, il y a eu des attaques déjà qui existaient contre finalement ces institutions, en fait, ce que nous avons pu mettre en place et qui existent encore et qui disparaîtront au fur et à mesure. L'inspection du travail,
c'est pas ça, la première attaque sur l'inspection du travail. Même si c'est difficile, même si on se plaint qu'il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs, etc. Mais l'institution inspection du travail aussi est attaquée. La médecine du travail est attaquée. La médecine du travail, souvenez-vous, enfin pour ceux qui savent, la visite médicale était obligatoire chaque année. Maintenant c'est tous les 2 ans et ils demandent encore de réduire. On voit les prud'hommes, tu as parlé des prud'hommes. Alors la dernière, donc effectivement il y a cette attaque contre les prud'hommes, mais il faut aussi dire la nomination des juges prud'homaux aussi va changer, puisque de toute façon il y aura plus ces élections que les syndicats, les syndicats qui portaient finalement cette question des prud'hommes. Mais ça c'est un premier temps. Parce que le jour où le contrat de travail n'existe plus à proprement parler, que devient un contrat civil, les prud'hommes n'ont même plus de raison d'exister. Donc les prud'hommes n'existent pas, et les institutions représentatives du personnel aussi, c'est-à-dire qu'il existe dans les entreprises du privé les délégués du personnel, le CHSCT, les comités d'entreprise, et ce qu'ils veulent c'est de faire un seul, c'est-à-dire d'en faire un seul, et que ça fera quoi? Ça fera qu'il y aura de moins de personnes élues. Donc ça c'est des économies pour les entreprises, moins de personnes élues, moins de représentatifs, moins de délégations, voilà, et que toutes ces personnes élues vont faire un travail presque identique, parce que jusqu'alors la fonction, ce qu'on attend du comité d'entreprise, c'est pas pareil que ce qu'on attend du CHSCT, c'est les conditions de travail, et de ce qu'on attend des délégués du personnel. Donc chacun a son rôle, sa fonction qui se complète et qui est là pour protéger de toute façon le travail, le salarié, les conditions de travail. Et ça, ils attaquent ça aussi. D'ailleurs, ils attaquent aussi les femmes dans tout ça. Oui, ils attaquent aussi le fait de donner des informations à ces institutions, à ces IRP, à ces institutions. Et puis, comme s'il fallait pour couronner le tout, c'est que le bulletin de salaire même, qui nous permettait d'avoir une visibilité pour comprendre ce qu'on nous donne en fin de mois, et bien même le bulletin de salaire devient tellement opaque que je crois qu'on n'y comprend plus rien. Mais la loi Macron, c'est quoi aussi? La loi Macron, et ça fait beaucoup de bruit, c'est-à-dire ces exceptions au repos dominical. Le repos dominical existe toujours dans le Code du travail, il doit être présent, il doit être pris, mais il y a tellement d'exceptions à ce repos dominical, de dérogation, que fait que de plus en plus le repos dominical n'existera pas. Et le travail du dimanche vient justement, les 12 dimanches qui ont été votés, retenus comme un temps exceptionnel, fait encore que ce repos dominical est encore attaqué. Mais c'est une attaque en direction plus principalement des femmes. Pourquoi? Mais parce que les repos dominicaux, c'est le commerce, et c'est là que sont regroupés nous avons 70% de ce secteur, c'est des femmes. Donc c'est pour ça qu'on dit que les femmes sont les premières victimes au fait de cette loi Macron. Pourquoi est-ce qu'elles sont les plus touchées? Mais parce que déjà dans le monde du travail, avec les chiffres que nous avons, de toute façon les derniers chiffres ne font que le démontrer, les femmes sont les plus exploitées, elles sont les plus exposées à ce qu'on appelle même la violence économique, puisqu'elles sont en majorité dans les emplois les plus précaires, les emplois de service, dans le commerce, on fait l'aide à la personne, elles sont dans ces emplois-là, elles sont majoritaires dans ces emplois, elles sont à temps partiel, elles sont sous-payées. Et un tel démantèlement de leurs droits va aggraver leurs conditions de vie, va aggraver leurs conditions de salaire, et même avec d'organisation de vie. C'est tout ce qu'il faut voir. On se rend compte que là encore, les activités, le loisir, tout ce qu'il y a autour du loisir, ces femmes qui sont déjà dans des conditions de vie difficiles, on se retrouve sans moment de loisir, de temps familial, de temps avec les enfants, de temps pour soi, de pouvoir faire autre chose, de pouvoir militer, de pouvoir d'avoir une vie citoyenne, de faire de la politique. Et on dit qu'il faut que les femmes aillent aux instances de décision. Donc c'est réservé à une catégorie sociale. Exactement. Alors si on s'intéresse, pour mieux comprendre, on va s'intéresser par exemple au secteur du commerce. Ça va nous permettre de comprendre le secteur du commerce qui va être le premier impacté par justement ce travail de nuit, ce travail du dimanche. Travail de soirée. Et de soirée, voilà. Parce que ça ne veut pas dire la même chose.
Donc en Martinique, on a vu que les derniers chiffres de l'IEDOM, ils sont tout chauds, ces derniers, précisent que le secteur commerce représente près de 20% de l'ensemble de tous les emplois salariés. C'est quand même beaucoup, 20% sur la masse des salariés. Et ce secteur emploie 82% de femmes dans les différents métiers. Et l'IEDOM, l'INSEE précise qu'il y a dans ces métiers du commerce, dans ces chiffres de 82% qu'on a donnés, il y a 95% de caissières. Vous voyez, donc c'est effectivement les grands commerces comme les plus petits, mais ça fait 95% de caissières et 70 autres % d'emplois, les vendeuses, celles qui mettent en rayon, etc., etc. Alors les femmes, on a vu, elles sont en première ligne. Et la loi Macron, puisqu'il ne manque pas de touper ce monsieur Macron, si je peux me permettre, la loi Macron, c'est de l'amour. C'est ce que Géraldine nous a dit. Ouais. La loi Macron prétend leur permettre de gagner plus, donc en travaillant le dimanche et la soirée. Et on sait très bien que les compensations qui existent, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez un dimanche, vous êtes payé, vous avez une compensation. Au fur et à mesure, ces horaires vont se généraliser et il n'existera plus les compensations. Parce que ça va se généraliser. Ça n'existe déjà pas en fait, parce que dans les grosses entreprises, il va encore y avoir une certaine forme de négociation, mais dans les petites entreprises, ça va être de la négociation individuelle. Donc c'est plus de la négociation et il est évident que la salariée... C'est à la tête du client, quoi, de la cliente. Totalement arbitraire. Arbitraire, on voit déjà avec quelques compensations que l'on connaît, surtout quand il s'agit des femmes. Voilà. Et leur situation, donc, est-ce que les situations vont se précariser davantage? Et comme tu l'as dit, Georges et d'autres, c'est-à-dire qu'il y aura des répercussions. Il y aura des répercussions sur effectivement le rythme de vie social, sur leur santé. Quand on sait que la médecine du travail est pour certaines femmes le seul moyen d'aller voir un médecin et de pouvoir dire mon mal-être au travail, des fois c'est le médecin du travail seulement qui entend ce mal-être au travail, à qui elles vont se plaindre, à qui elles vont parler. Donc ça c'est des répercussions sur l'organisation de leur vie, sur les enfants et sur, comme on l'a vu tout à l'heure, leur propre épanouissement. Puis ça donne des êtres qui sont à la merci des gens, c'est fragilisés. Bien sûr. Et comment on peut prendre l'assurance, etc. Enfin, et puis on sait, si on revient sur la Martinique, souvent ces femmes, on est dans des familles monoparentales en grande majorité. Les femmes élèvent seules leurs enfants. Et il y a 30% minimum. Mais oui, alors ce qui se passe, alors il faut mettre les enfants chez mamie, papy, ou bien laisser des enfants seuls, les plus grands gardent les plus petits, etc. Donc c'est un peu toutes ces conséquences sociales aussi qu'il faut voir, qu'il faut analyser, et que ce n'est pas seulement un impact sur le travail. Voilà, c'est ce qui est important. Et puis on a vu que la société tout entière qui est dérégulée, elle aussi, quoi, qui est dynamitée, quoi. Voilà. Et monsieur Macron, pour terminer, parle d'un mot qui revient souvent dans les textes, du volontariat, c'est-à-dire qu'on veut travailler, mais faut être volontaire. Alors dites-moi, quand vous touchez 2 sous et qu'on vous dit si vous voulez travailler dimanche, vous aurez 1 sou de plus, je parle comme les vieilles avec mes sous, est-ce que vous allez réfléchir à dire non? Si vous savez que vous dites non et qu'il y aura après des conséquences et des chantages, j'ai envie de dire que... non, mais c'est vraiment du chantage. Parce qu'on connaît le taux de chômage ici, par exemple, dans notre pays, on sait les femmes ont besoin de travailler. Et donc, on accepte n'importe quelle condition. D'ailleurs, on le voit dans certaines entreprises. Quand on l'a vu avec les femmes de chirurgie Albert, il y en a qui se soulèvent pour des conditions de travail, pour un meilleur salaire, elles sont secs, le reste reste là, parce qu'elles ont peur. Elles craignent. Il n'y a pas de solidarité. Et dans tous les secteurs, c'est pareil. Donc, elles vont accepter n'importe quelle condition de travail. Alors, mais on se dit justement qu'il y a, je ne dirais pas qu'il faut pas tout accepter, justement. On a tendance à tout accepter parce qu'on pense qu'il n'y a pas de possibilité de dire non et de se rebeller et de pouvoir s'exprimer. Voilà. Et nous, on dit qu'il y a à faire quand même. On ne peut pas dire que la loi Macron nous écrase et puis que de l'autre côté, on se laisse faire, quoi, qu'on accepte.
acceptent. Alors, Sylvie, alors on fait quoi Le premier réflexe déjà, c'est au moins de se rapprocher de son syndicat, ou si on n'est pas syndiqué, c'est peut-être l'occasion de le faire. D'ailleurs, ce serait l'occasion justement de savoir quels sont les enjeux de cette loi plus précisément. Et puis le fait de rencontrer d'autres personnes dans les mêmes conditions, discutant des mêmes sujets et se comprenant, déjà on retrouve un peu de force et de dignité et d'assurance. Et puis peut-être que la deuxième chose, le 1er mai, mesdames, soyez dans la rue, parce que nous y serons, et soyez avec nous, parce que plus on sera nombreuses et plus on peut démontrer qu'on est capable de se mobiliser, et plus on fait quand même réfléchir. C'est pas un 1er mai qui va suffire, mais au moins faire cette démonstration, déjà c'est un premier pas. Et c'est surtout ça en fait, ne surtout pas rester isolé et puis se mobiliser, parce que ce sont les luttes qui ont permis aux travailleurs, aux travailleuses, aux femmes de gagner des tout ce qui est payer la formation, le logement, le transport, c'est pas la générosité de nos employeurs qui l'a permis, c'est la rue en fait. Les gens ils l'ont réclamé, ils se sont battus pour ça. Le congé payé, la sécurité sociale, ce sont des grèves qui ont été des grèves importantes. Voilà, donc c'est vraiment cette loi elle est très complexe, comme a dit Sylvie. Nous avons pris des petits bouts de la loi pour essayer mais c'est justement amener les téléspectateurs et téléspectatrices à s'intéresser à cette loi et à essayer de la découvrir, de la comprendre, et puis de voir comment dans l'entreprise on peut mettre en place cette solidarité dont tu as parlé. Voilà. Merci beaucoup, merci à Sylvie. C'est pas de l'amour. Merci Rose, voilà. Merci à vous toutes les deux. Et puis cette loi Macron, elle n'est pas simple, donc mobilisons-nous le 1er mai, on vous attend. Rejoignez-nous dans cette manifestation qui est quand même une manifestation de conquête, de lutte de ceux et de celles qui travaillent tous les jours. Voilà. Alors nous arrivons à notre rubrique Femmes Hollywood Latin, Femmes Alentour Latin, ça forme fait. Alors aujourd'hui nous revenons du 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes, et nous allons faire le tour du monde des différents 8 mars. Voilà. Et pour ça nous avons Huguette avec nous et Yamina. On y va? Oui. Alors nous commençons par affirmer que le 8 mars est la journée de lutte des femmes pour leurs droits. Et non pas, comme voudraient faire croire certains commerçants, la journée de la femme. Ah non, pas la journée de la femme. Culture Égalité a tenu à le rappeler par une lettre ouverte, par un tract, un visuel, mais aussi avec le sourire, comme vous venez de le voir. Donc ce 8 mars 2015, dans certains pays, les femmes ont donc manifesté pour défendre leurs droits acquis en arrachant d'autres. Nous allons faire un petit tour rapide des manifestations féministes qui a eu lieu. Oui, alors nous voyons d'abord les manifestations de CE. Donc nous avons vu, là c'est une manifestation pour affirmer que les inégalités perdurent entre hommes et femmes. Nous avons aussi fait un carbet sur l'hypersexualisation. Là, nous voyons l'Union des femmes qui a fait aussi des manifestations. Ici, c'est Haïti. Les femmes d'Haïti qui manifestation contre les violences. Là, le Brésil. Avec le Chili, qui ont fait pour l'avortement, parce qu'ils sont soumis à de nombreuses restrictions. Là, c'est la France. Ici, c'est la marche mondiale des femmes qui a eu lieu dans le monde entier, et en particulier en France, à Paris et dans toutes les grandes villes. Elles ont utilisé des modes de manifestation nouveaux, comme le haka qu'on vient de voir, et des slogans aussi assez percutants contre la loi Macron, contre la prostitution. Ici, ce sont les femmes de Varsovie qui ont dansé dans la rue pour le droit, pour le respect de leur corps, pour le droit à l'intégrité et pour l'avortement. Donc là, ce sont les Sénégalaises qui ont manifesté pour avoir plus de santé, l'eau, l'électricité, une meilleure condition de vie, quoi. Donc là, c'est Johannesburg, manifestation au centre des tambours. Toujours Johannesburg, là? Oui, avec des films d'Afrique du Sud. Oui, c'est toujours la même. Il y a un nombre de viols très 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 important dans l'Afrique du Sud.
Ici, ce sont des Marocaines qui portent des masques et qui luttent pour l'égalité et la parité. Ici, c'est les Palestiniennes et les Israéliennes. Oui, qui se sont rencontrées, qui se sont retrouvées unies et solidaires pour manifester ensemble pour la paix. Voilà. Et là, on les voit près avec les soldats israéliens ensemble. Donc là, on a les femmes kurdes qui se sont organisées de façon autonome pour continuer la lutte pour l'égalité, la démocratie et le partage de pouvoir. C'est les Kurdes aussi, là? C'est toujours les Kurdes. On voit vraiment des luttes de femmes. Hein. Donc en Turquie, là, elles se sont jetées par terre pour dénoncer les violences faites aux femmes. Alors, en Inde, où plusieurs affaires de viol ont défrayé la chronique et ont soulevé l'indignation dans le monde entier, les femmes ont marché pour le droit, contre ce délit de droit et pour la paix. Mais dans certains pays, comme en Chine, les femmes n'ont même pas eu le droit de manifester. Ah ouais, ça c'est la démocratie chinoise là. Ouais. Donc en fait, on va... Sur toute la planète, en fait, il y a eu des luttes pour les droits des femmes. Donc on va vous montrer une petite vidéo. On voit bien que ce n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale de lutte des femmes. On voit bien que dans cette vidéo, que les femmes du monde se battent pour leurs droits et qu'il faut vraiment qu'on arrête ce truc de la femme, des roses et tout le reste. Donc les droits des femmes sont atteints partout dans le monde et donc nous verrons d'ailleurs encore dans cette vidéo que les femmes continuent dans d'autres pays à se battre. Le 8 mars, ça a été vraiment une journée de lutte des femmes. Chili, Palestine, Hong Kong ou Bangladesh, les femmes du monde entier rappellent aujourd'hui qu'elles ont des droits. La journée internationale de la femme est l'occasion de centaines de manifestations ce dimanche 8 mars, comme au Chili, où ces femmes se sont rassemblées pour demander la légalisation de l'avortement, toujours interdit dans ce pays, même en cas de viol ou d'inceste. Je suis ici pour défendre le droit au libre choix, déclare cette femme. De la façon dont nous nous habillons à ce que nous faisons de notre corps, ce sont nos droits. En Afghanistan, une jeune artiste a souhaité attirer l'attention sur le harcèlement dont les femmes afghanes sont souvent victimes. Vêtue d'une armure volontairement provocante et qu'elle appelle anti-attouchement, elle a marché ainsi dans le centre de Kaboul. Menacée de mort, elle a dû récemment déménager. Ce genre de choses, les attouchements arrivent tous les jours. C'est un harcèlement quotidien, je le vois bien, mais les femmes n'en parlent pas. Quelques jours après l'action de Kubra Academy et pour montrer leur solidarité, des hommes ont défilé à leur tour dans les rues de la capitale afghane en portant des burqas. Ces manifestations montrent aussi que la solidarité internationale est importante chez nous, et importante qu'il faut continuer ensemble à se mobiliser, parce que quand les droits dans un pays ne sont pas acquis, c'est toutes les femmes du monde en fait qui payent, quoi. C'est fondamental cette mobilisation. Donc nous voyons qu'il faut continuer, et avec Culture Égalité, c'est ce travail que nous faisons, et là nous disons aux femmes, encore font mauvais yeux à toute lutte qui nie, et qu'il ne faut absolument pas que le 8 mars prochain qu'on nous dise encore la journée de la femme. Et ça, avec toutes les femmes, toutes les associations qui existent, féminines, féministes et tout, nous allons le dire haut et fort. Vive la lutte des femmes et vive le combat des femmes, et que pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et pour la démocratie, et qu'en Chine, qu'on puisse au moins manifester dans ce pays-là, c'est quand même incroyable. Voilà, merci beaucoup, merci à vous pour ce tour du monde du 8 mars, et vive la lutte des femmes encore.
Voilà, nous arrivons à notre rubrique culturelle, Femme qui a dit, Femme qui a peine, Femme qui a chanté. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une femme que Géraldine enfin plutôt de son livre, le livre d'une femme que Géraldine va nous présenter tout de suite. Voilà, alors il s'agit du livre dont certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, parce qu'on en parle beaucoup, qui s'appelle Americana, de la Nigériane, je me suis exercée à prononcer son nom, Chimamanda Ngozi Adichie. Donc c'est une féministe nigériane de 37 ans, donc elle est anglophone, c'est un livre qui a été traduit, il est publié chez Gallimard. Donc en fait c'est l'histoire, elle s'est un peu illustrée de sa vie, et c'est l'histoire d'une jeune Nigériane qui part faire ses études à Philadelphie dans une université très prestigieuse, elle est à Princeton, et qui pour ce faire va quitter son amour qu'elle avait rencontré à l'université au Nigeria, qui s'appelle Obinze. Et en fait ce livre c'est l'histoire que vivent tous les immigrants, c'est-à-dire qu'elle arrive dans un pays où tout d'un coup sa couleur de peau qui au départ ne posait pas de questions, enfin c'était pas un sujet de discussion, devient un sujet, devient un problème. Tout d'un coup elle est confrontée à sa couleur de peau, au fait d'être noire, au fait d'être une femme dans un pays qui a quand même une tradition raciste et ségrégationniste assez lourde. Et on va assister avec notre héroïne qui s'appelle Ifemelu à l'élection d'Obama, etc. Donc dans ce livre, c'est plusieurs choses. C'est en même temps un carnet de voyage, c'est en même temps une interrogation sur ce que c'est que le racisme, c'est en même temps une interrogation sur ce que c'est que d'être une femme issue d'un pays colonisé, avec tout ce que ça implique, avec des hommes qui ont été brisés et qui donc en retour ont besoin d'écraser les femmes pour exister davantage. Et c'est aussi et avant tout un roman d'amour, l'amour de soi, l'amour d'un autre, le fameux Obinze. Ça se termine bien, je le dis tout de suite. La langue est absolument extraordinaire, pour moi c'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est d'une simplicité totale, sujet, verbe, adjectif, mais tout a été choisi avec une précision, donc c'est une langue très simple, très limpide, très agréable. On rit, on pleure. Franchement, si j'avais les moyens, je vous dirais achetez le livre, si vous n'êtes pas content, je vous rembourserai. Bon, j'ai pas les moyens, donc je le dis pas, mais je le pense très très fort. C'est un très gros coup de cœur. D'ailleurs, c'est devenu une star. Chimamanda est devenue une star en quelques mois. On a parlé d'elle d'ailleurs déjà dans une Voilà. Alors, parce que c'est une féministe qui a écrit un petit opus qui s'appelle Nous devrions tous et toutes être des féministes, et que Beyoncé, en fait, elle est tellement célèbre que Beyoncé a utilisé quelques-unes de ses phrases j'ai la paralysée de la langue, dans ses chansons. Pardon. Voilà. Et donc ce livre s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et elle, c'est un nouveau visage. Je trouve que, bon, il y a des féministes en Afrique, mais c'est une nouvelle façon on n'a pas l'habitude de voir ce genre de femmes comme ça, parler comme ça, de l'Afrique, des difficultés qu'ont les femmes à se libérer. On vient de le voir avant, que c'est pas qu'en Afrique, c'est partout ailleurs. Et je voudrais quand même battre en brèche de façon extrêmement ferme. Je pense que je m'exprime au nom de toutes mes sœurs de culture égalité, que le féminisme n'est pas un mouvement de blanc. Le féminisme, c'est un mouvement pour l'égalité, contre une injustice, et que ça touche tous les êtres humains, toutes les classes sociales, toutes les ethnies, tous les continents. Et que voilà, il faut arrêter avec ce genre de discours qui repose sur rien. Et je vous invite encore, voilà, une fois à lire ce livre. Donc ça s'appelle Americana. Alors c'est le même titre en anglais et en français, parce qu'Americana en nigérian ça veut dire américanisé. Et on l'accuse d'être américanisé. Et aussi il y a autre chose, on lit ça et on se dit c'est complètement exotique, quoi. On découvre le Nigeria avec toutes les petites, les trucs qui vont bien, les trucs qui vont pas. C'est assez optimiste, c'est un regard qu'on n'a pas l'habitude de voir sur l'Afrique. Enfin moi j'ai adoré ce livre que j'ai dévoré en 4 jours. Voilà. Merci Géraldine, merci beaucoup, on va aussi le dévorer. Alors avant de terminer
terminer, je voudrais quand même vous donner un rendez-vous. N'oubliez pas, donc nous avons parlé du 1er mai, mais avant le 1er mai, nous avons ce que nous appelons à Culture Égalité une rencontre d'orientation féministe qui se passe le 19 avril, c'est-à-dire que nous passons une journée ensemble pour le dimanche 19 avril pour découvrir un petit peu ce que c'est que le féminisme, pour nous découvrir à Culture Égalité. C'est une journée super, dans une super ambiance. Donc vous allez nous appeler sur notre page Facebook Culture Égalité, des numéros de téléphone que nous vous donnons. Bon, nous allons l'inscrire tout à l'heure sur l'écran. Et puis, il faut venir pour qu'on puisse continuer ce travail que nous avons commencé avec vous à la télé, continuer ce féminisme gai, ce féminisme enthousiaste, cette grande sororité qui existe entre nous. Et ça me permet aussi, en disant le mot sororité, nous allons accueillir bientôt parmi nous Danielle Magloire, qui aujourd'hui, bien entendu, passe un petit moment difficile avec une sœur qu'elle a perdue, Nicole Magloire, mais qui sera avec nous dès le début du mois de mai, une féministe haïtienne. Alors réservez déjà la première semaine de mai, le 1er mai et le 19 avril pour rencontrer Culture Égalité dans une belle ambiance de grande sororité et, comment on peut dire encore, de solidarité. Voilà. Merci et à bientôt.